rebonjour. Donc, on démarre la nouvelle session sur le stockage sur ADN et le calcul moléculaire. Il y a 10 ans, quand on avait lancé un ouvrage de même nature que celui-ci avec Rémi Moussery sur les big data, on a été voir le précédent directeur de l'Institut de chimie pour lui demander est-ce que cette idée de stockage sur ADN avait une existence, avait de l'avenir. Donc le directeur de l'Institut de chimie nous a dit bof, aujourd'hui sur des polymères, on arrive à stocker 8 octets, mais avec beaucoup de temps, il faut plusieurs heures. Donc je ne suis pas sûr de trouver quelqu'un, un auteur, qui vous fera un article pour votre livre. Donc on est sorti un petit peu déçus, on n'a pas eu d'article sur le stockage sur ADN. 4-5 ans plus tard, avec la MITI, on a lancé un autre livre sur l'interdisciplinarité. Et là, nous tenons donc notre victime ou notre auteur parce qu'il y avait quelqu'un qui portait un projet à la MITI, un projet interdisciplinaire sur le calcul moléculaire. C'était Nicolas Chabanel. Et donc, on lui a demandé de faire un article. On a eu un article qui nous expliquait ça. Et donc, encore 4 ans plus tard, donc, il y a eu le PEPR et il y a une communauté effective qui existe autour de ce sujet, alors que 10 ans auparavant, on n'arrivait pas à trouver un interlocuteur et un auteur sur le sujet. Je voudrais remercier particulièrement Marc et Nicolas qu'on a mobilisés tout le temps depuis le début du livre, durant tout le livre et puis après pour ce focus thématique. Ils ont toujours répondu présents et donc je les remercie particulièrement pour leur mobilisation sur ce sujet-là. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour un collègue qui nous a quittés prématurément, c'est Anthony Génaud, qui était également mobilisé autour de cette question-là. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de répondre présent à ça. Donc, je te laisse faire avancer. Merci Mokrane pour cette introduction. Et merci aux organisateurs aussi de m'avoir invité pour faire cette présentation. Donc, je vais partager avec Nicolas après. Donc, on va mélanger du calcul et du stockage sur ADN. Mais moi, je vais parler de stockage de données sur ADN. Je suis directeur de programme du PEPR Molecular Archive, donc qui a commencé en 2022 et qui s'intéresse à cette problématique. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, super. Donc, je voulais commencer par cette constatation, en fait. Donc, c'est un peu classique, j'ai envie de dire, hein. 175 zeta-octets de données en 2025, voire 200 zeta-octets de données. C'est la quantité en fait de données qu'on a stockées aujourd'hui sur la Terre. Alors effectivement, si on avait à mettre ça sur des disques Blu-ray, eh bien on pourrait faire une pile de disques dont la hauteur serait égale à 23 fois la distance Terre-Lune. Donc vous imaginez à peu près la quantité en fait de données qui existent aujourd'hui, et on sait que cette donnée elle croît de façon exponentielle. Et aussi, c'est une donnée qui est dite pour la plupart, en tout cas pour 70%, ça marche. 70% de cette donnée, en fait, on voit le petit iceberg là en bas à gauche, c'est de la donnée froide. Alors, c'est quoi la donnée froide? Eh bien, c'est de la donnée que vous utilisez pas, qui est stockée, des vieilles images, des vieux emails. Donc ça, pour de la donnée qui était chaude à un moment donné, donc on utilisait fréquemment, et puis ensuite qu'on a oublié, qui est devenue froide. Mais c'est aussi des données qui sont créées froides, donc un document légal, par exemple. Donc c'est une donnée qui doit être conservée pendant 20 ou 50 ans, et donc on est obligé de la garder, même si on ne va jamais y accéder. Donc les centres de données, en fait, alors j'ai ce petit slide-là, mais qui
qui est juste voilà, pour introduire le centre de données. Le centre de données, en fait, aujourd'hui, c'est l'endroit où on va stocker la plupart de ces données. Alors, on l'a vu ce matin dans la première présentation. Donc, le centre de données, c'est le principal problème, j'ai envie de dire, au niveau énergétique et au niveau donc, environnemental. Et donc, on l'a vu pour plusieurs raisons, donc parce que ça fait donc, des émissions de gaz à effet de serre, il y a un problème de consommation d'eau, et il y a aussi, en fait, les pertes, en fait, puisque ici, on est obligé régulièrement de migrer, en fait, les données sur des nouveaux supports de stockage, nouveaux disques durs, nouvelles bandes magnétiques. D'une part, parce qu'un disque dur, ça a une certaine durée de vie, 5 ou 10 ans, la bande magnétique un petit peu plus, et donc si on ne veut pas perdre de la donnée, eh bien on est obligé de la migrer. Donc constamment, les centres de données en fait migrent les données sur des nouveaux supports, donc ça fait aussi des déchets, des déchets de vieux disques durs, et aussi une consommation énergétique qui est très élevée. Donc la consommation énergétique n'est pas uniquement liée au calcul, mais aussi au stockage et à l'archivage des données. Il y a aussi une empreinte au sol qui est importante, puisque chaque fois qu'on construit un data center, c'est plusieurs milliers de mètres carrés en fait, qui sont pris au sol. Et donc ça aussi, c'est un impact environnemental qui n'est pas négligeable. Alors je voulais revenir sur un petit passage historique en fait, de l'histoire de l'informatique. Et c'est le premier disque dur en fait, qui a été créé par IBM, donc dans fin des années 50. Donc il y a une photo ici de ce disque dur qui pesait 1 tonne. Et la capacité de ce disque dur, c'était 5 mégaoctets. 5 mégaoctets, pour avoir un ordre d'idée, si vous regardez cette image-là, c'est une image donc, de 12 mégapixels. Elle est comprimée JPEG sur 5 mégaoctets, et c'est sur votre téléphone portable, vous devez en avoir plusieurs milliers identiques. Alors que on était capable d'en stocker qu'une seule dans ce disque dur à l'époque, puisqu'il n'y avait que 5 mégaoctets de stockage. Donc, on voit que, alors c'était il y a 70 ans, donc on voit que les choses ont évolué. Et puis, alors même au niveau coût, puisqu'on parle ici de 10 000 $ pour le mégaoctet, donc ça se louait à l'année, je crois que c'était 50 000 $ pour les 5 mégaoctets. Et donc, en fait, on voit que le coût aujourd'hui a complètement diminué, puisque stocké sur un disque dur, le mégaoctet, c'est quelques fractions de centimes. Donc, on est vraiment dans une évolution importante. Et donc, tout ça pour amener, en fait, la problématique suivante, c'est qu'aujourd'hui, on ne stocke pas sur ces disques durs, heureusement. On stocke dans les data centers, sur des bandes magnétiques en général, qu'on appelle des LTO. Alors, je n'en ai pas apporté une avec moi, mais enfin, c'est assez compact. On pourrait mettre plusieurs milliers de disques durs. C'est plusieurs téraoctets de données sur quelque chose de très compact. Donc, on est de l'ordre de 20 téraoctets. Donc, plusieurs milliers, même voire millions de disques durs de ce type-là. Pour autant, la quantité de données, comme je disais, augmente de façon exponentielle, et on a toujours besoin de créer, de stocker de plus en plus, de créer des data centers, etc. Alors après, il y a la grande question aussi, faut-il tout stocker ou pas? Donc est-ce qu'on est obligé ou faut-il faire un tri? Alors ça se fait déjà, mais peut-être qu'il faudrait le faire encore plus violemment, j'ai envie de dire. Et donc la problématique, en fait, face à tout ça, c'est-à-dire cet accroissement de la donnée, le fait que les data centers sont énergivores et ils prennent de la place, eh bien, on se pose la question de comment faire pour stocker au mieux l'information. Et donc, alors l'idée a été émise par Feynman, donc dans la fin des années 50, c'est pas récent, et donc c'est de dire, mais on pourrait stocker donc l'information sur des molécules. Et donc là, j'ai une petite capsule, alors je ne sais pas si vous la voyez, mais enfin, je pourrais la passer après. Donc, c'est une petite capsule, c'est l'état de l'art aujourd'hui. Donc, on peut stocker de l'ADN, en fait, dans ce genre de capsule. Et on pourrait mettre l'équivalent d'un centre de données, en fait, carrément dans cette capsule-là. 1 gramme d'ADN, aujourd'hui, c'est plus de 200 pétaoctets de données que l'on peut stocker donc, dessus. Et donc l'idée, c'est de dire pourquoi pas utiliser ce support moléculaire pour stocker l'information plutôt que des disques durs ou des bandes magnétiques. Pourquoi? Parce que ça a plusieurs avantages. La première, c'est extrêmement compact. Donc en termes d'empreinte au sol, je n'ai pas grand-chose par rapport à un data center. C'est durable, dans le sens où
on sait séquencer de l'ADN vieux de plusieurs millions d'années. Donc ici, dans ces capsules-là, avec des vieillissements accélérés, on peut estimer que on peut récupérer l'ADN après 1000 ans de stockage dans cette capsule à température ambiante. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu synthèse, tout le processus de synthèse a été réalisé, ma capsule, je peux la mettre dans mon tiroir, dans mon bureau, et puis je sais que dans plusieurs années, je serai capable de récupérer l'information qui a été stockée dessus. Donc, d'un point de vue environnement, c'est bon pour l'environnement, puisqu'à partir du moment où ça a été créé, et à partir du moment où on veut stocker, archiver sur une longue période, eh bien, la consommation énergétique, elle est extrêmement faible. Alors, l'ADN, en fait, je ne vais pas faire un cours de biologie, ce n'est pas ma spécialité, ni de chimie, mais c'est simplement pour dire que nous, on va s'intéresser, en tout cas, moi, en tant qu'informaticien au traiteur de signaux et d'images, je vais m'intéresser aux 4 bases de la molécule, donc qui sont l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et pour nous, ces 4 lettres, ATCG, ces 4 bases, vont représenter un alphabet qui va nous permettre de coder de l'information binaire. Et donc, et c'est en fait, à partir du moment où on arrive à représenter cette information binaire sous forme quaternaire, eh bien, on va faire une synthèse moléculaire. Et ce qui est important de voir, et ce que je voulais préciser ici, c'est que l'ADN qu'on va synthétiser ne porte pas la vie et n'est pas codant. C'est-à-dire qu'on code, nous, de l'information binaire en quaternaire, mais en aucun cas la molécule générée va permettre de produire un gène ou produire quelque chose de vivant. Alors, quand on fait du stockage sur ADN, il faut se poser la question pourquoi faire et sur quelle durée et comment faire aussi, puisque quand on parle de stockage sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années, voire milliers d'années, la question c'est de dire comment faire pour retrouver l'information un jour. Et donc là, l'intérêt de... Et donc en fait, il y a plusieurs axes de recherche en fait qui travaillent sur ces aspects-là, et je pense qu'on peut couper en fait cette ligne temporelle en plusieurs points. Le premier, ça serait le proche futur, 10-20 ans. Et donc dans le proche futur, on peut imaginer des systèmes de stockage qui soient hybrides, c'est-à-dire à la fois binaire et quaternaire, où la méta-information qui permet de retrouver la donnée quaternaire est stockée de façon binaire classique. Pour un futur un peu plus lointain, le médium futur, donc entre 20 et 100 ans, et même je dirais pour le proche futur, on est obligé aussi d'avoir des standards, c'est-à-dire la donnée a été stockée, codée d'une certaine manière, représentée d'une certaine manière. De quelle façon elle a été représentée? Donc il faut avoir des standards, et notamment là dans le contexte de l'image, on travaille sur un standard qui s'appelle JPEG DNA, et donc qui va sortir l'année prochaine, donc qui permettra de formaliser un peu l'écriture, la compression d'images sur des molécules. Et après, si on veut aller plus loin, bien dans le futur, 100 000 ans, il faut que tous les protocoles de lecture, de comment on va retrouver la donnée, soient bien définis et robustes. Évidemment, les standards doivent aussi exister en parallèle. Et puis après, si on veut aller plus loin, donc au-delà, 1000 ans, il faut aussi se poser la question de les gens qui vont relire cette information dans 1000 ans, il ne faut pas qu'ils pensent qu'il y a de la vie en fait qui est codée dans ces brins d'ADN. Donc il y a toutes ces questions-là en fait qui gravitent, je dirais, autour du stockage sur ADN, qui ne sont pas forcément toutes résolues aujourd'hui, mais il faut les avoir à l'esprit. Alors juste aussi un petit point intéressant, c'est si on fait une représentation en fait alors ici il y a 3 axes, la performance ici du système en termes de rapidité, ici c'est la capacité en termes de stockage, et ici c'est la durabilité. Et on voit que l'ADN il se situe en haut à droite, c'est-à-dire en termes de capacité c'est extrêmement dense, et en termes par contre en termes de longévité, on est à plus de centaines d'années, donc c'est très intéressant. Évidemment, aujourd'hui, ce qui pêche un petit peu quand on fait du stockage sur ADN, c'est le temps d'écriture et le temps de lecture aussi. Et là, on peut compter plusieurs heures d'écriture, alors que si on compare ça à des disques durs type SSD, eh bien, on serait plutôt à la microseconde. Donc, on est sur des ordres de grandeur qui sont, en termes de performance, énormes entre l'écriture sur les molécules ADN et l'écriture sur un disque dur classique. Par contre, les avantages sont la durabilité et la capacité en fait, de stockage de ces disques-là.
Un autre avantage, et qui est un point important, c'est le fait que la formule ADN, elle est pérenne, elle est là depuis 4 milliards d'années, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut espérer que dans quelques milliers d'années, on soit capable de lire de l'ADN comme on le lit aujourd'hui, si on a encore le savoir. Donc on aura probablement des systèmes pour séquencer, ce qui n'est plus le cas pour certains supports. Les VHS que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Je pense que chez vous, vous n'avez peut-être même plus de magnétoscope pour relire une cachette VHS, ou même si j'en avais un, peut-être qui ne fonctionne plus et que vous n'arrivez pas à relire, ou la cassette elle-même a perdu l'information. Donc voilà, donc c'est la problématique principale du stockage, de l'archivage. Donc les Blu-ray, par exemple, voilà, aujourd'hui, c'est plus très fréquent. Aujourd'hui, c'est dans les data centers, c'est plutôt des LTO. Globalement, c'est aujourd'hui ce qui fait qu'il y a une consommation énergétique assez énorme aussi dans les centres de données, puisque ces supports-là, comme ils ne sont pas pérennes, il faut en fait les faire évoluer dans le temps. Alors comment fonctionne le stockage de la sœur ADN? Alors, en quelques mots et assez rapidement, c'est 5 étapes en fait que l'on doit gérer. Et la première étant convertir l'information binaire ou l'information que l'on veut stocker sous forme d'un code quaternaire, donc avec les 4 bases ATCG, donc, et arriver alors ça peut être trivial en faisant 00A, 01T, mais si on fait ça, on sait que ça ne va pas marcher parce qu'il y a des contraintes biochimiques, il y a des problèmes de bruit dans le système qui font que ça ne marchera pas. Donc il faut robustifier et définir des systèmes d'encodage qui sont robustes à tout le bruit biochimique qui va apparaître à la fois au niveau de la synthèse et au niveau du séquençage. Alors ça, cette partie encodage, c'est de l'informatique, au sens large, puisqu'on va travailler sur des fichiers qui sont binaires. La deuxième étape, c'est l'étape de synthèse, c'est-à-dire une fois que j'ai écrit mon signal que je veux stocker sous forme d'un code quaternaire, je vais non plus l'écrire sur un disque dur, mais l'écrire sur une molécule. Donc il faut que je fasse de la synthèse moléculaire pour synthétiser cette molécule. Alors il y a plusieurs façons de faire la synthèse. Donc c'est de la chimie. J'ai une petite vidéo après qui montre un petit peu un principe d'une synthèse enzymatique, donc qui est faite par une imprimante à ADN, donc qui est produite par une société française qui s'appelle DNAscript. C'est un exemple, donc je vais vous le présenter. La vidéo est en anglais, excusez-moi, mais voilà, ça permettra d'avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, si la vidéo fonctionne. The foundation for synthesis is a resin-based solid support with initiator DNA, or iDNA, attached. iDNA is prepared with a specific cut site to facilitate oligo release after synthesis. A proprietary and highly engineered terminal deoxynucleotidal transferase, or TDT, incorporates the sequence's first nucleotide to the iDNA. These unique nucleotides have a reversible terminator to ensure single base addition per cycle. An acidic reagent is then added to reverse the nucleotide terminator. After washing, the oligo is ready for the next nucleotide addition. This cycle repeats until the oligo sequence is built to the desired length. Completed oligos are enzymatically cleaved from the iDNA cut site. Then purified, quantified, and ready for use. Donc on voit ici que la synthèse, elle se fait base par base, donc c'est des bases bloquées qui sont ajoutées pour éviter en fait des réactions en chaîne. Et donc ça prend du temps en fait pour changer les bases qu'on veut rajouter. Et donc là, on est sur ce genre de système, on est à 100 secondes pour écrire un bit. Et donc je réponds à ta question, Mokrane, tout à l'heure, puisque tu m'as demandé, j'ai fait le calcul. Donc sur l'image en fait des perroquets que j'ai présenté au début, donc 12 mégapixels, 5 mégaoctets, il faut 1 heure. Enfin, théoriquement, il faut 1 heure de calcul pour avancer là-dessus, pour écrire ça. Donc il faut, si on accélère,
évidemment la synthèse, et c'est un des objectifs du PEPR, accélérer, et puis des gens qui travaillent sur la chimie aujourd'hui à l'international, l'objectif est d'accélérer au moins d'un facteur 100, et donc on arriverait à quelques secondes en fait pour écrire cette image. Le troisième step, c'est le stockage. Donc là, on a vu que c'est des capsules. Enfin, je vous ai montré une capsule. On travaille sur des systèmes aussi qui sont des micro-capsules en microfluidique, donc qui sont des systèmes plus faciles, je dirais, à gérer de façon automatisée. Alors que cette capsule-là, si on veut faire des relectures, on est obligé d'avoir des interventions humaines. Et la quatrième étape, donc une fois qu'on a stocké, le jour où on veut récupérer l'information, eh bien, il faut la relire. Donc ça aussi, c'est des aspects plutôt biologie. Donc c'est ce qui est utilisé lorsqu'on fait du séquençage du génome. Donc c'est des appareils de séquençage, donc principalement deux technologies, Illumina ou nanopore. Donc nous, on s'intéresse essentiellement dans le contexte du stockage sur des technologies nanopore. Donc là aussi, j'ai une petite vidéo assez rapide qui va vous présenter comment fonctionne un séquençage. The nanopore is inserted into an electrically resistant membrane created from synthetic polymers. A potential is applied across the membrane, resulting in a current flowing only through the aperture of the nanopore. Single molecules that enter the nanopore cause characteristic disruptions in the current, as do larger target molecules, for example a protein molecule, which may pass near the opening of the nanopore rather than passing through it. By measuring that disruption, the molecule can be identified. For DNA sequencing, Oxford Nanopore uses a strand sequencing method, in which intact DNA strands are processed by the nanopores and analyzed in real time. The nanopore sequences whatever fragments are presented to it, regardless of their length, rather than generating reads of a specific length. This is different from traditional cyclical sequencing chemistries that deliver a set of data at the end of a fixed runtime, with fragments of a set length. Donc ça, c'est une façon de séquencer, donc qui est donc le système, on le voit ici, hein, il est assez compact, il se connecte sur un ordinateur, donc on pourrait presque imaginer faire ça à la maison. Il y a une partie biologie et une partie qui est plutôt informatique, hein, c'est le traitement du signal, hein, c'est-à-dire à partir du signal électrique qui sort du port, reconvertir ça, donc, reconvertir en fait l'information sous forme des 4 bases ATCG, donc en fait déconvoluer en fait ce signal électrique. Le dernier step, c'est le décodage. Donc une fois qu'on a récupéré les 4 bases ici, eh bien on les reconvertit en binaire et on est content parce qu'on a décodé notre signal, mais on n'est pas souvent toujours très content parce qu'on a du bruit au milieu. Alors c'est le type de bruit un peu classique, hein, de substitution ici ou d'insertion, délétion de nucléotides. Et ça peut avoir un impact assez important sur le type de données, sur en fonction du type d'algorithme qu'on va utiliser pour représenter l'information. Et donc là, c'est un exemple en fait de trois algorithmes différents avec un impact d'une erreur, d'une délétion en fait, donc d'une perte d'un nucléotide. Donc je vais aller rapidement sur le PEPR Molecular 4. Je voulais en dire juste 2 petits mots. Donc c'est une initiative française financée par France 2030, donc, dont l'objectif est de définir un processus de bout en bout qui permettra de faire une démonstration de stockage sur ADN, donc d'ici l'horizon 2030. On a des partenaires institutionnels donc avec lesquels on définit des cas d'usage. On est une communauté de vingtaine de laboratoires avec une soixantaine de chercheurs. Donc on couvre toute la discipline, à la fois de la chimie jusqu'à la bioinformatique, l'informatique, en passant aussi par de la biologie. Et donc l'objectif est d'accélérer alors d'un facteur 100. Donc là, c'est un peu le rôle des chimistes ici, c'est accélérer d'un facteur 100 les chimies de synthèse. Donc c'est l'équipe de Yannick Rondelès, qui est présent ici aujourd'hui. L'objectif, c'est de faire en sorte que, au lieu d'écrire de mettre 1 heure pour écrire l'image, on va mettre 30 secondes. Sachant que, évidemment, il y a la chimie de synthèse, la relecture, mais il y a aussi toute l'informatique qui va autour pour robustifier en fait le processus. Donc je vais sauter directement sur ce slide-là, puisque je pense que j'ai
plus, je crois, dans une minute, je crois. Donc ici, en fait, un petit peu quelques conclusions et plutôt des challenges qu'on doit donc affronter. Alors, le stockage sur ADN, c'est une nouvelle solution pour l'archivage. Donc, c'est pas de la science-fiction. On sait aujourd'hui, dans la capsule que je vous ai montrée, on a stocké des images, on sait les relire. Il y a une compétition internationale, donc les États-Unis sont très avancés sur ce domaine-là, avec des grandes compagnies comme Microsoft, Western Digital par exemple, ou Illumina, ou Twist Bioscience, si on parle de biologie, impliquées, avec aussi pas mal de startups. On sait que la Chine aussi fait des choses dans ce domaine. Pour autant, la France et l'Europe donc est bien positionnée, puisqu'en France, on a toutes les compétences. Donc, en tout cas, d'un point de vue sur les aspects scientifiques, on est bien placé. Il manque peut-être des grosses compagnies pour repousser la solution. Mais voilà, d'un point de vue technologie et théorie, on est bien placé. Alors, l'ADN, c'est aussi quelque chose d'éco-friendly, donc c'est respectueux de l'environnement. Donc, ça, c'est important. Et c'est peut-être un aussi des critères qui permettraient de dire il faut faire de l'ADN plutôt que du disque dur. C'est compact et durable aussi, donc ça va dans le sens de respectueux de l'environnement. Les problématiques, accélération de la synthèse, décroître les coûts, mais les coûts, c'est un faux problème. Aujourd'hui, c'est 1000 € le mégaoctet. Pour le disque dur, on avait dit il y a 70 ans, c'était 10 000 $ le mégaoctet. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont quand même inférieurs. Et on espère que de toute manière, avec les usages, on ait donc une décroissance du coût. Et on vise d'ici l'horizon 2030-2035 1 € le téraoctet. Et puis, du point de vue sécurité, donc sur les données. Donc j'avais une belle vidéo, mais je ne la montrerai pas parce que je n'ai pas le temps, sauf si vous voulez. Mais sinon, en fait, c'est une vision, je dirais une vision d'artiste sur ce que pourrait être le futur du stockage en utilisant l'ADN. What if we could store an entire data center in a single gram of DNA? Our concept, DNA memory, writes any data into quaternary and synthesizes it into DNA molecules using a DNA printer. The DNA is encapsulated, protecting it from degradation for centuries, and stored in compact, secure units, requiring no energy for preservation. To read data back, the memory system locates and extracts the required DNA capsules. Using molecular random access technology, only the specific data of interest is retrieved, avoiding unnecessary processing. The sequencing module reads the DNA's stored information. Finally, the information is seamlessly decoded and integrates back into your digital systems. Pair code, building a sustainable future, 1 byte at a time. Merci pour votre attention. Prends les questions après. D'accord, ok. Parfait. Ok. Alors, du coup, c'est pas la même image. Ok, merci. Voilà, donc moi je suis Nicolas Chabanel, donc je suis directeur de recherche au CNRS. Et je voulais vous remercier, pareil, de m'avoir invité à cette journée, parce que c'est passionnant. Moi, je suis vraiment impressionné par tout ça. Et donc, voilà. Donc là, c'est la suite logique en fait de l'exposé d'avant, où en fait, on va partir du principe qu'on a les données maintenant sur ADN. Et les données, si on les stocke, c'est qu'on a envie de faire quelque chose avec. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on s'y prend. Et de façon assez surprenante, en fait, c'est pas du tout de la science-fiction, ça arrive maintenant. Et les enjeux, en fait, c'est plus le passage à l'échelle que la question de savoir si c'est possible.
Donc, voilà, l'ADN, hein, ça existe depuis longtemps. C'est, comme on l'a vu, en fait, le stockage par ADN, maintenant, c'est une réalité. C'est quelque chose qui tourne. Il y a des entreprises qui se sont investies dedans. Et c'est quelque chose qu'on suspecte depuis très longtemps avec la célèbre phrase de Feynman, où il y a beaucoup de place tout en bas dans la matière. Alors les données, c'est un focus particulier qui intéresse énormément l'économie, alors à tort ou à raison, hein, ça c'est un autre problème, mais en tout cas, c'est clairement, quand on voit les plus grosses entreprises à l'heure actuelle en termes financiers, c'est celles qui gèrent les données, c'est celles qui gèrent notre vie. Et du coup, se pose, si les données sont stockées en ADN, la question légitime, c'est comment gérer ça directement au bas, surtout qu'en plus la conversion, on l'a vu, de digital vers ADN ou ADN vers digital est très coûteuse, en plus coûteuse en énergie, ce qui tuerait un peu l'idée d'utiliser l'ADN. Et donc la question de calculer directement sur les données, là où elles sont stockées, de la façon dont elles sont stockées, est complètement logique. Alors, pour construire un ordinateur à ADN, en fait, de quoi on a besoin ? Essentiellement, on a besoin d'écrire les programmes, on a besoin de stocker les données, on a besoin d'avoir quelque chose qui va les manipuler, un hardware si vous voulez, on a besoin d'avoir un software, c'est-à-dire une façon de programmer la logistique, et puis on a besoin de lire les résultats. D'accord ? Alors, lire les résultats, c'est un challenge, hein. C'est pas comme quand on ouvre un bouquin, hein. C'est tout écrit tout petit, la taille des structures, c'est du nanomètre. Donc c'est des choses qui sont 100, 500 fois plus petites que la longueur d'onde de la lumière, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas voir littéralement. Mais heureusement, les biologistes ont fait un travail incroyable, et du coup il y a plein de choses qui nous permettent d'accéder à cet infiniment petit. Donc alors au niveau du stockage sur les données, ça en fait d'autres personnes y travaillent. Donc c'est par exemple le PEPR Molecular Archive, où en fait on a les données. Maintenant on est capable d'avoir des données en masse sur ADN. Pour l'écriture d'instructions, pareil, en fait, c'est pareil, c'est des questions de synthèse. Donc là, il y a des boîtes qui permettent de synthétiser à très bas coût de l'ADN. C'est vraiment pas complètement par hasard que la nature l'a sélectionné. Vraiment, c'est un système qui est robuste, la chimie est relativement bien comprise, et qui permet du coup de vraiment réaliser de façon fiable des séquences d'ADN à profusion. Pour la lecture du résultat, on l'a vu, c'est les technologies de nanopores, hein, c'est des systèmes extrêmement réduits qu'on peut avoir sur son bureau. C'est vraiment impressionnant toute cette technologie. Moi, en tant qu'informaticien, je suis vraiment sidéré de voir à quel point on arrive à gérer ces systèmes de façon fiable. Et en plus, moi, j'avais jamais fait de biochimie avant il y a 10 ans, et franchement, ces manipulations ne sont pas du tout inaccessibles. Je veux dire, c'est vraiment des choses qui sont relativement simples, au sens qu'elles sont robustes, qu'il y a eu un travail formidable de fait là-dessus, qui font qu'en fait, c'est complètement envisageable de les étendre à des non-experts, en fait. Donc là, les questions qui se posent, là, c'est quelle machinerie pour le calcul, et puis aussi quels algorithmes on veut écrire, parce qu'il faut développer une algorithmique adaptée. Alors, juste pour vous faire, par exemple, sentir un peu les choses, par exemple, un des avantages de l'ADN, c'est qu'en fait, au sein d'un tout petit volume, vous avez énormément de molécules, et du coup, vous avez un parallélisme immense, en fait, accessible. Alors, à l'inverse, tout est en interaction. Donc, votre programme, la mémoire, elle n'est pas structurée, c'est un peu le bazar. Et du coup, l'algorithmique que vous devez faire, c'est pas la même. Hein, parce que si vous avez 12 programmes qui tournent en même temps, ils tournent vraiment en même temps, dans la même soupe, tous ensemble. Et il faut avoir des mécanismes pour gérer ça. Et en un certain sens, c'est très différent de l'informatique distribuée telle qu'on peut l'imaginer, avec plein d'ordinateurs tous ensemble, où tout est bien structuré. Mais d'un autre côté, c'est quand même des modèles que des gens en informatique ont étudiés depuis quelques temps. Alors, juste pour vous donner une petite idée de quoi on parle en fait quand on parle de calcul par ADN, le calcul par ADN, c'est pas si différent que ça du calcul tel qu'on l'entend d'habitude. Donc si vous pensez en termes de système de réécriture, en fait, ce que vous avez, c'est vous partez d'une instruction A et vous voulez avoir l'instruction suivante à exécuter, en fait, grosso modo. Et ça,
En fait, c'est à peu près ce qu'on fait en fait, quand on fait du calcul par ADN. C'est-à-dire qu'on a une instruction... donc, alors, hop. Ah oui. Non. Donc là, on a une instruction là, on a des données qui sont dans la soupe. Et en fait, l'idée, c'est que l'instruction va interagir avec les données pour produire l'instruction suivante. Voilà. Donc ça, c'est un peu le but. Alors, c'est des choses qui ont été réalisées sous différents systèmes depuis un certain temps déjà. Donc là, par exemple, vous avez des systèmes qui permettent de faire des circuits. Donc là, vous avez un des premiers systèmes de circuits à base d'ADN qui permet de produire des molécules. Donc ça fait un simple cycle. Et donc c'est quelque chose qui a permis de réaliser des circuits booléens, des choses comme ça. Enfin, on est capable de faire des choses assez impressionnantes qui au début étaient assez lents. Donc par exemple, ils arrivaient à calculer racine carrée de 9 en 10 heures. Et qui, maintenant que les techniques, justement, une algorithmique adaptée, maintenant ça se fait en dessous de la microseconde. Donc les progrès existent, sont réels. Un autre exemple, c'est par exemple l'assemblage par nanotuiles, qui est plus proche, pour ceux qui connaissent, des automates cellulaires ou des choses comme ça. Et ces modèles, donc là, ont aussi prouvé leur pertinence, parce que, par exemple, tout récemment, là, il y a l'équipe de Damien Woods là, qui est passée par la France il y a quelques temps, avait réalisé, par exemple, la règle 110 de l'automate cellulaire sur 6 bits. Donc c'est un automate cellulaire qui est universel. Donc quelque part, c'était le premier ordinateur universel, si vous voulez, en ADN. Bon, il était sur 6 bits. Mais déjà, c'est pas mal. Il faisait 1000 pas de calcul sans erreur, ce qui est quand même une jolie performance. Voilà. Donc ces systèmes, en fait, ils ont des limitations qui, en fait, sont celles qui nous intéressent, quoi. C'est que la taille de données était fixée quelque part. Donc là, c'était par exemple 6 bits ici. Là, ça sera du coup fixé par la taille des entrées. Et on a un nombre de pas de calcul aussi pareil, qui est un peu fixé, qui est là, qui est limité par les erreurs. Et bon, la lecture des résultats, c'est toujours un peu compliqué. Donc, parce que voilà, c'est tout petit. Et c'était pas prévu pour être connecté avec du séquençage, par exemple. Donc, en fait, en France, on est assez bien positionné pour ces questions-là, parce que justement, il y a l'équipe autour de Yannick Rondelet, Guillaume Ginès, Anthony Génaud aussi, qui, en lien avec le Japon, ont développé un système qui est très intéressant, qui en fait utilise la nature. Alors en fait, ça c'est un des grands paradigmes en fait de ce domaine, c'est-à-dire qu'en fait, on s'inspire de la nature, on ne fait pas vraiment de la biologie, on n'en fait même pas du tout. L'idée, c'est plutôt de prendre dans la nature en fait, des systèmes qui fonctionnent et de faire du design bottom-up, plutôt que la biologie qui, elle, s'intéresse aux êtres vivants et essaye de voir comment ça fonctionne. Nous, on part vraiment de systèmes vraiment élémentaires et on essaye d'extraire dedans les choses dont on a vraiment besoin. Et uniquement cela. Okay, on n'a aucune envie que nos systèmes se reproduisent, sauf si on a envie sauf si c'est le but du jeu. Donc, ce qu'ils ont démontré, c'est qu'en fait, avec un système assez simple à base de plusieurs enzymes, donc une polymérase, une nicase, une exonucléase. Donc, une polymérase, c'est quelqu'un qui va fabriquer de l'ADN pour vous en le copiant. Une nicase, c'est quelqu'un qui va couper un brin d'ADN en deux. Et une exonucléase, c'est quelqu'un qui va faire le nettoyage, qui va manger tout ce qui traîne et qui évite du coup que le système s'engorge. Et les démonstrations qu'ils en ont faites, c'est que, grosso modo, la taille des données, là, ce qu'on espère, c'est qu'elle soit potentiellement arbitraire, que, pareil, le nombre de pas de calcul soit lui aussi arbitraire, et ces systèmes sont conçus pour pouvoir justement avoir une lecture au débit des résultats. Donc, juste pour vous donner une petite idée de comment ça marche, l'idée, c'est qu'en fait, on a les données, une instruction A. L'instruction A va se coupler avec la donnée sur la partie dont elle est complémentaire. La polymérase qui aurait été soigneusement choisie ou sélectionnée par des process, donc ça, pareil, l'équipe de SPCI est un peu spécialiste là-dedans, va prolonger en fait la donnée, l'instruction sur la donnée. Après ça, il y a la nicage, je vous ai dit que ça coupait en deux, ça va couper, justement, on aura fait en sorte qu'elle se localise là, elle coupe en deux, et du coup, en fait, vu que les séquences sont courtes, elles tiendront moins fort et du coup elles vont se reséparer des données et comme ça un calcul peut avoir lieu. Donc on obtient exactement la machinerie qu'on vous avait promis. Voilà. Alors ces systèmes sont incroyables, c'est-à-dire que là on a par exemple ce système-là, c'est vraiment impressionnant, un système propre prédateur qui est capable de faire des oscillations pendant un temps complètement fou sans aucune source d'énergie. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant, c'est capable de mémoriser. Donc là, on a par exemple un bit là qu'on est capable de flipper en rajoutant une molécule.
Et en rajoutant la même molécule une deuxième fois, on va le refaire flipper une deuxième fois. On est capable aussi de faire des réseaux de neurones non linéaires, et ainsi que plein de choses sur des calculs un peu basiques, comme ça. Alors là, vous voyez que par contre, la taille mémoire est très limitée à chaque fois. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de faire monter tout ça en termes de passage à l'échelle. Alors du coup, qu'est-ce qu'on propose de faire ? C'est de développer une algorithmique adaptée. Et pour ça, en fait, il y a pas mal de choses dans le champ informatique qui existent déjà, parce qu'en fait, ces questions de mémoire un peu liquide, de calcul par interaction, c'est des choses qui ont animé la communauté algorithmique distribuée depuis longtemps. Donc, par exemple, une chose intéressante, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler sur les données. On peut aussi travailler sur les métadonnées. Donc ça, c'était aussi quelque chose que Marc a souligné tout à l'heure, que les métadonnées pouvaient être traitées de façon binaire. Mais en fait, on peut aussi les traiter directement de façon ADN. Et du coup, réfléchir à comment encoder ces métadonnées, les relations, par exemple, si on a des relations entre les données, qu'on veut répondre à des questions sur les métadonnées, par exemple, est-ce que B est l'ancêtre de A, par exemple, donc ça peut être important dans un registre notarial ou je ne sais pas quoi, essayer de savoir quel est le vrai propriétaire de telle entreprise ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et pour ça, il y a des façons d'encoder les données qui sont particulièrement pertinentes et qui sont particulièrement pertinentes pour la biologie. D'autres exemples aussi de protocoles qui ont été étudiés, c'est les population protocols. Donc les population protocols, c'est vraiment des systèmes extrêmement simples où en fait on a des entités qui se baladent, qui se rencontrent aléatoirement et qui, quand elles se rencontrent, font quelque chose. Donc ça, c'est pareil, il y a toute une théorie informatique qui a été développée là-dessus, dont on peut s'inspirer pour faire des exemples. Et évidemment, la communication complexity, qui aussi, pareil, permet d'évaluer un petit peu la quantité d'informations qui peut être échangée. Alors, à quoi ça ressemble un ordinateur calculant par ADN ? Bon, alors là, les icônes, elles ont un peu souffert. J'aurais peut-être dû utiliser le PDF plutôt. Donc là, la question, c'est... donc ça, c'était les petits carrés, pardon. Les petits carrés, là, c'était censé être des brins d'ADN. Donc là, ils sont passés à l'as. Donc, la requête, c'est quoi ? C'est, par exemple, elle se pose la question de A est-il l'ancêtre de B ? Donc là, vous avez une soupe là, où il y a les données. Vous avez les fameuses enzymes là, qui s'occupent de faire le calcul. Vous avez aussi les programmes qui baignent tous dans la même soupe. Et vous aurez les calculs intermédiaires quand le programme sera lancé. Le programme, il est amorcé par justement l'opérateur ou l'opératrice qui juste dépose le brin d'ADN initial qui encode la requête. Et du coup, la machinerie se met en route et au bout d'un certain temps, on récupère le résultat qu'on peut lire par nanopore. Voilà. Donc, pour ce projet, on a été sollicité par le CNRS et on est ravis de voir que c'est en route parce que vraiment, c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc là, on a justement, comme je vous disais, on a donc le laboratoire Gulliver, le LIMS au Japon, et tout un tas d'autres laboratoires aussi qui travaillent autour de ces thématiques. Et donc là, nous avons réuni justement 10 laboratoires. Alors, il y a à la fois de la robotique, il y a l'étude environnementale qui est centrale en fait dans ce domaine, parce que ça n'a aucun intérêt de développer ce modèle s'il n'est pas efficace pour l'environnement. Alors, c'est plus ou moins évident, mais c'est quand même mieux de vérifier. Des laboratoires d'informatique théorique, des laboratoires de chimie. C'est aussi un domaine qui est bien installé au niveau international. Donc là, par exemple, il y a une conférence internationale qui se déroule. C'était la 31e édition cette année. Elle a eu lieu en France. Donc c'est aussi le fait que on est remarqué à l'international en termes de positionnement, qui spécialise justement sur ces questions. Donc le DNA computing, comment calculer efficacement avec le DNA. Donc là, les questions qu'on cherche à résoudre, c'est justement passer à l'échelle, donc l'étude de l'environnement, l'impact environnemental, et surtout être capable de traiter des données de taille jusqu'à 1 million, et surtout des problèmes qui sont intéressants. Voilà. Donc là, on se pose sur ces questions-là. Voilà. Puis je voulais rendre aussi, comme tout le monde, comme beaucoup dans le domaine, un hommage à Anthony qui nous a quittés et qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement moteur sur ces thématiques et un liant vraiment important dans la communauté au niveau humain. Voilà, je vous remercie.